Regardez une photo de famille française prise en 1975, n'importe laquelle. Cherchez sur une brocante, dans un album de vos grands-parents ou même dans les archives de l'INA. Vous allez remarquer quelque chose d'immédiat. Tout le monde est mince. Les hommes, les femmes, les enfants, même le voisin qui passe derrière. On dirait un autre pays. Et en un sens, c'en était un. À l'époque, le taux d'obésité en France tournait autour de 5% de la population adulte. 5%. Aujourd'hui, selon l'Observatoire français d'épidémiologie de l'obésité, 10 millions d'adultes sont en situation d'obésité. 18,1% de la population. Et si on ajoute le surpoids, on dépasse les 48%, presque un Français sur deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette photo de famille et maintenant? Est-ce que les Français se sont simplement mis à manger plus, à bouger moins, à manquer de volonté? Ce serait simple, ce serait rassurant, même parce que ça voudrait dire que le problème est individuel, que chacun peut le régler de son côté. Sauf que quand un pays entier change de corpulence en 2 générations, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de système. Et ce système, il a basculé à cause de 4 décisions. 4 moments précis où la France a fait un choix, parfois sans s'en rendre compte, et où le rapport des Français à la nourriture a changé pour toujours. Voici comment ça s'est passé. Pour comprendre à quel point la bascule a été brutale, il faut d'abord se souvenir de ce qu'était la France alimentaire des années 70. Et non, ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la sociologie. Dans la France de 1970, le repas était une institution. On mangeait à table, en famille, à heure fixe. Le déjeuner durait facilement 1 heure, parfois 1 heure et demie. Les cantines d'entreprise servaient des entrées, des plats et des desserts, avec du pain et du vin. Les écoliers rentraient chez eux à midi. Les commerces fermaient entre 12 heures et 14 heures, parce que tout le monde mangeait. La cuisine était faite maison, pas par choix militant ou par tendance, simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative. Les plats préparés industriels existaient à peine. Les surgelés commençaient tout juste à apparaître. Les conserves de légumes et de poissons, oui, ça existait depuis longtemps. Mais le repas moyen, c'était une viande ou un poisson, des légumes du marché, du pain du boulanger, un fruit ou un yaourt, et c'était fini. Les Français consommaient en moyenne 96 kg de pain par personne et par an en 1970, 81 kg de pommes de terre, 70 kg de viande. C'était copieux, oui, personne ne se privait. Les portions étaient généreuses. Et pourtant, la France était mince. Pourquoi? Parce que la nourriture était dense en nutriments, pas en calories vides. Parce qu'on ne grignotait pas entre les repas, c'était même mal vu socialement. Parce que le sucre ajouté et les graisses transformées n'avaient pas encore envahi chaque produit du supermarché. Et parce que la vie quotidienne impliquait de bouger. On marchait pour aller au travail. On montait les escaliers. On portait ses courses. La voiture existait, bien sûr, mais elle n'avait pas encore redessiné chaque aspect de la vie française. Ce modèle avait un nom dans le monde entier. On l'appelait le paradoxe français. Ce pays où les gens mangent du beurre, du fromage, du vin et de la baguette, et qui affichait malgré tout des taux de maladies cardiovasculaires et d'obésité parmi les plus bas d'Europe. Les chercheurs du monde entier venaient étudier ce phénomène. Comment était-ce possible? Des graisses animales à tous les repas, du vin quotidien, et pourtant moins de crises cardiaques et moins d'obésité que les Américains et les Britanniques. La réponse tenait en quelques mots. La structure des repas, le rythme de vie, la qualité des ingrédients et un rapport au temps alimentaire que le reste du monde avait déjà perdu. Ce paradoxe n'a pas disparu tout seul. 4 décisions l'ont tué. La première décision, c'est celle qui a eu l'air la plus anodine, la plus moderne même. C'est l'explosion de la grande distribution en France. Le 15 juin 1963, dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne, un magasin d'un genre nouveau ouvre ses portes.
2500 mètres carrés de surface de vente, 450 places de parking, 18 caisses, une pompe à essence, des chariots à roulettes. Et sur la devanture, un mot simple, grand magasin. C'est le premier hypermarché français. Il s'appelle Carrefour. Les journalistes de l'époque l'ont surnommé l'usine à vendre. Marcel Fournier, le fondateur, venait d'une mercerie familiale d'Annecy. Il avait assisté à une conférence d'Édouard Leclerc et s'était dit que le commerce en France pouvait changer. Il avait raison. Mais personne ne pouvait imaginer à quel point. Le concept était simple et redoutable. Prendre un terrain bon marché en périphérie de ville, construire un bâtiment immense, entasser des milliers de références sous le même toit, alimentaires et non alimentaires, et surtout casser les prix de 15 à 20% par rapport au commerce traditionnel. Le tout en libre service. Plus besoin de demander au boucher de couper la viande. Plus besoin d'attendre chez le fromager. Tu prends ton chariot, tu remplis, tu paies, tu pars. En quelques années, le concept a explosé. Auchan ouvre en 1960 et un à Roubaix. Leclerc se développe partout dans l'ouest de la France. Mammouth, Continent, Géant Casino, les enseignes se multiplient. En 1970, la France compte une poignée d'hypermarchés. En 1980, il y en a des centaines. En 2000, ils sont partout. Et c'est là que le piège se referme. Parce que l'hypermarché ne vend pas de la nourriture. L'hypermarché vend du volume. Son modèle économique repose sur des marges minuscules compensées par un volume de vente gigantesque. Pour que ça fonctionne, il faut que les gens achètent plus, pas mieux, plus. Les têtes de gondole, les promotions 2 pour le prix d'un, les paquets familiaux, les formats géants, tout est conçu pour que le chariot soit plein. Et quand le chariot est plein, les placards sont pleins. Et quand les placards sont pleins, on mange plus. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la mécanique comportementale. Des dizaines d'études en psychologie de la consommation l'ont démontré depuis. La taille des portions et la disponibilité des aliments sont parmi les facteurs les plus puissants de surconsommation alimentaire. Mais il y a pire. L'hypermarché n'a pas juste changé combien on achète, il a changé ce qu'on achète. Pour remplir ces milliers de mètres carrés de rayons, il fallait des produits qui ne périssent pas, qui se stockent, qui se transportent, qui ont une date de péremption longue. Et ça, c'est la définition exacte d'un produit ultra transformé. Des biscuits, des céréales du petit déjeuner bourrés de sucre, des plats préparés sous vide, des sodas, des sauces industrielles, des yaourts aromatisés, des charcuteries reformulées. Aujourd'hui, selon le Sénat français, 36% des calories ingérées par les adultes en France proviennent d'aliments ultra transformés. Chez les enfants, c'est 46%. Presque la moitié de ce que mangent nos enfants n'existait tout simplement pas dans les années 70. L'hypermarché n'a pas causé l'obésité à lui seul, mais il a créé l'infrastructure, le tuyau par lequel tout le reste allait couler. La deuxième décision s'est jouée encore plus loin du regard des Français. Elle s'est jouée à Bruxelles. En 1962, l'Europe crée la politique agricole commune, la PAC. L'idée de départ est noble. On sort de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a faim. Les pénuries alimentaires sont un souvenir récent. L'objectif, c'est l'autosuffisance. Produire assez pour nourrir tout le monde, stabiliser les prix, garantir un revenu décent aux agriculteurs. Pour y arriver, la communauté européenne met en place un système de prix garanti. Chaque année, pour chaque secteur, les céréales, la viande, le lait, le sucre, Bruxelles fixe un prix plancher supérieur au cours mondial. Si le producteur ne peut pas vendre au marché, l'Europe rachète ses stocks. Si le prix mondial est trop bas, l'Europe subventionne l'exportation. Et pour protéger le tout, on taxe les importations. Le résultat, la machine agricole européenne s'est emballée. Dès la fin des années 70, l'Europe croule sous les excédents. Les fameuses montagnes de beurre et lacs de lait.
dont on a parlé pendant des années. Des stocks gigantesques de céréales que personne n'arrive à écouler. Du sucre en quantités industrielles. Et quand on a trop de matières premières, on ne la jette pas, on la transforme, on la met dans des produits. C'est exactement ce qui s'est passé. Les excédents de céréales subventionnés ont alimenté l'industrie agroalimentaire en farine bon marché, en amidon, en sirop de glucose. Les excédents de lait sont devenus du beurre industriel, de la poudre de lait, de la crème bon marché, injectée dans des milliers de recettes industrielles. Les excédents de sucre ont rendu le sucre ajouté ridiculement peu cher. Le résultat, c'est que les ingrédients les plus caloriques et les moins nutritifs sont devenus les moins chers du marché. Les industriels n'avaient aucune raison de ne pas les utiliser. Le sucre coûtait rien, la farine coûtait rien, le gras laitier coûtait rien. Alors on en a mis partout, dans le pain industriel, dans les sauces, dans les plats préparés, dans les céréales du petit déjeuner, dans les yaourts, dans les biscuits. Pendant ce temps, les fruits, les légumes, les protéines de qualité, eux, n'étaient pas subventionnés de la même manière. Leur prix relatif a augmenté. Le kilo de brocoli coûte plus cher que le kilo de pâtes. Le filet de poisson frais coûte 3 fois le prix d'un plat préparé surgelé. La PAC a réussi son pari initial. L'Europe ne manque plus de nourriture. Mais elle a aussi créé, sans le vouloir, une économie alimentaire qui rend les calories vides moins chères que les calories nutritives. Et ça change tout. Parce que quand on fait ses courses avec un budget serré, et c'est le cas de millions de Français, on n'achète pas ce qui est bon pour la santé. On achète ce qui remplit l'assiette. Et il y a un détail que peu de gens connaissent. En 1984, face à la surproduction de lait, l'Europe instaure des quotas laitiers. Mais ces quotas n'ont pas réduit le problème, ils l'ont simplement déplacé. Le lait en trop a été transformé en poudre, en beurre industriel, en crème et injecté dans des milliers de produits transformés. L'excédent n'a pas disparu, il a changé de forme. Ce n'est pas un hasard si les taux d'obésité les plus élevés en France se trouvent dans les catégories socio-professionnelles les moins favorisées. Chez les ouvriers et les employés, le taux de surpoids et d'obésité dépasse largement la moyenne nationale. Ce n'est pas un problème d'éducation ou de volonté, c'est un problème de prix. Quand le budget course est limité, on achète ce que le système rend le moins cher. Et ce que le système rend le moins cher, ce sont les calories vides. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, abonnez-vous à la chaîne. On publie régulièrement des vidéos sur les décisions qui ont transformé la société française. En 1984, la France autorise les chaînes de télévision privées. Canal+ d'abord, puis la 5, puis M6. En 1987, TF1, la plus grande chaîne publique, est privatisée. C'est un tournant culturel majeur. Mais pour notre histoire, le vrai changement est ailleurs. Il est dans les écrans publicitaires. Les chaînes privées vivent de la publicité. Et l'industrie agroalimentaire est l'un des plus gros annonceurs de la télévision française. D'un coup, les Français se retrouvent exposés à des dizaines de spots par jour vantant des barres chocolatées, des céréales sucrées, des sodas, des fast-foods, des plats préparés. Et le public cible numéro 1, ce sont les enfants. C'est la 3e décision. Pas une décision unique, mais un glissement progressif. L'absence de régulation sérieuse du marketing alimentaire, en particulier celui qui cible les mineurs. Pensez-y une seconde. Dans les années 70, un enfant français regardait 1 ou 2 chaînes de télévision avec des écrans publicitaires courts et contrôlés. Il n'existait pas de céréales en forme de personnages de dessins animés. Il n'existait pas de menus enfants avec un jouet dans la boîte. Le goûter, c'était du pain avec du chocolat ou une tartine de confiture, pas un paquet de biscuits industriels avec une mascotte dessus. Et ce n'est pas seulement une question de télévision. Avec l'arrivée d'Internet dans les années 2000, puis des réseaux sociaux et des smartphones, le marketing alimentaire a trouvé de nouveaux canaux, encore moins régulés que la télé. Les enfants d'aujourd'hui sont exposés à de la publicité déguisée sur YouTube, sur TikTok, dans les jeux vidéo. Des influenceurs rémunérés par des marques de fast-food.
des placements de produits dans des vidéos que les parents ne surveillent même pas. Le marketing alimentaire est devenu invisible, personnalisé et omniprésent. À partir des années 80, tout change. L'industrie comprend que l'enfant est un prescripteur d'achat. Si l'enfant réclame le produit, le parent l'achète. Alors, on investit massivement dans le marketing jeunesse. Les mascottes, les jeux concours sur les emballages, les publicités en dessin animé, les partenariats avec les films pour enfants. Chaque rayon de supermarché à hauteur d'enfant se retrouve tapissé de couleurs vives et de personnages familiers. Et derrière chacun de ces emballages, il y a du sucre, des arômes artificiels et des graisses transformées. La France a bien tenté de réagir. En 2004, la loi de santé publique impose un message sanitaire sur les publicités alimentaires. Vous les connaissez. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais soyons honnêtes, personne n'a jamais changé ses habitudes alimentaires à cause d'un bandeau en bas d'une publicité. L'Assemblée nationale a refusé à plusieurs reprises de rendre obligatoire le Nutri-Score sur les emballages. Elle a aussi refusé d'interdire la publicité pour les produits trop gras ou trop sucrés ciblant les enfants. D'autres pays ont fait des choix différents. Le Royaume-Uni a interdit la publicité télévisée pour les produits malsains avant 20 et 1 heure. Le Chili a interdit les mascottes et les jouets promotionnels sur les emballages d'aliments peu sains. Le Mexique a imposé un étiquetage frontal obligatoire avec des avertissements noirs. La France, elle, a opté pour l'engagement volontaire des industriels, des chartes, des promesses, des programmes. Et pendant ce temps, les enfants français ont continué à être bombardés de publicités pour des produits qui n'auraient pas dû exister dans leur alimentation. Le résultat se mesure aujourd'hui. L'obésité infantile, qui était quasi inexistante dans les années 70, concerne désormais 3,5% des enfants de 3 à 10 à 7 ans et le surpoids touche 14,3% d'entre eux. Et ces chiffres continuent de grimper. La décision qui a été prise, ou plutôt qui n'a pas été prise, c'est celle de protéger les enfants contre un marketing alimentaire agressif et omniprésent. D'autres pays l'ont fait. La France a choisi de ne pas le faire. La 4e décision est peut-être la plus insidieuse, parce qu'elle ne concerne pas du tout la nourriture. Elle concerne la manière dont on a construit les villes françaises à partir des années 60. Dans les années 50 et 60, la France fait face à un problème massif, le logement. La population augmente, les villes sont saturées, il faut construire vite et beaucoup. La réponse, ce sont les grands ensembles, les barres d'immeubles en périphérie, les zones pavillonnaires. Et pour relier tout ça, des routes, beaucoup de routes, des autoroutes urbaines, des rocades, des échangeurs, des parkings immenses. Le résultat, c'est un aménagement du territoire entièrement conçu autour de la voiture. Vous voulez aller au travail? Voiture. Faire les courses? Voiture. Direction l'hypermarché en périphérie. Emmener les enfants à l'école? Voiture. Aller chez le médecin? Voiture. En 1960, la France comptait environ 6 millions de voitures particulières. En 1980, on dépasse les 20 millions. En 2000, plus de 30 millions. Ce n'est pas que les Français aimaient plus la voiture. C'est que le pays avait été redessiné de telle manière qu'on ne pouvait plus vivre sans. Et ça a eu un effet direct et massif sur l'activité physique quotidienne. On ne parle pas de sport. On ne parle pas de salle de gym ou de jogging du dimanche. On parle de l'activité physique la plus basique, celle qu'on fait sans y penser. Marcher pour aller acheter le pain, monter les escaliers, porter ses courses sur 500 mètres, prendre le vélo pour aller au bureau. Toute cette activité a été systématiquement éliminée par l'aménagement du territoire. Les ascenseurs ont remplacé les escaliers. Les parkings souterrains ont remplacé les jambes. Le drive a remplacé le marché. L'escalator a remplacé la marche à pied dans les centres commerciaux. Chaque innovation présentée comme un progrès a retiré un petit morceau de mouvement de la vie quotidienne.
Aujourd'hui, selon une étude de l'ANSES publiée en 2020, 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique ou excès de sédentarité. 95%. Seuls 5% des adultes atteignent un niveau d'activité physique suffisant pour protéger leur santé. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Et plus d'un tiers des adultes cumulent à la fois un haut niveau de sédentarité et une activité physique insuffisante. La condition physique des enfants s'effondre aussi. Des études récentes montrent que les élèves de 6e ont une condition physique nettement inférieure à celle de leurs parents au même âge. Du lit au siège de la voiture parentale, du siège de la voiture au siège de la salle de classe, du siège de la classe au canapé devant l'écran. La journée type d'un enfant français est une journée assise. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'urbanisme. Les villes françaises, dans leur grande majorité, ne sont pas faites pour marcher. Elles ne sont pas faites pour le vélo. Elles sont faites pour la voiture. Et la voiture, par définition, c'est 0 calories dépensées pour se déplacer. Comparé avec les Pays-Bas, même niveau de vie, même climat tempéré, même type de population. Mais les Néerlandais ont fait un choix radicalement différent dans les années 70. Ils ont investi massivement dans les pistes cyclables, les transports en commun et les zones piétonnes. Résultat, le vélo représente plus d'un quart de tous les trajets quotidiens aux Pays-Bas. Le taux d'obésité y est nettement inférieur à celui de la France. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit d'une décision d'aménagement urbain prise il y a 50 ans, qui continue de porter ses effets chaque jour. Alors, résumons. En 50 ans, la France a pris 4 décisions qui, mises bout à bout, ont créé les conditions parfaites d'une épidémie d'obésité. La première, c'est l'hypermarché. Il a changé la manière dont les Français achètent leur nourriture. Plus de volume, plus de produits transformés, moins de liens avec le producteur, moins de saisonnalité, plus de tentations à chaque rayon. La deuxième, c'est la PAC. Elle a changé ce que contient la nourriture. En subventionnant massivement les céréales, le sucre et les produits laitiers, elle a rendu les ingrédients les plus caloriques les moins chers du marché et les industriels s'en sont servis pour inonder les rayons de produits ultra transformés. La troisième, c'est l'absence de régulation du marketing alimentaire. Elle a changé ce que les Français désirent manger. En laissant l'industrie bombarder les enfants et les adultes de publicité pour des produits malsains, on a normalisé une alimentation qui n'a rien de normal. La quatrième, c'est l'aménagement du territoire. Il a changé comment les Français bougent, ou plutôt comment ils ne bougent plus. En construisant un pays entier autour de la voiture, on a éliminé l'activité physique quotidienne de la vie de millions de personnes. Aucune de ces décisions n'avait pour but de rendre les Français obèses. L'hypermarché voulait démocratiser la consommation. La PAC voulait nourrir l'Europe. La télévision privée voulait divertir. L'urbanisme voulait loger et déplacer. Chacune de ces décisions avait sa logique propre, sa justification, ses partisans. Le problème, c'est que personne n'a regardé le tableau d'ensemble. Personne n'a relié les points entre une politique agricole à Bruxelles et un rayon de supermarché à Roubaix. Personne n'a fait le lien entre un plan d'urbanisme à Lyon et une courbe d'obésité à Paris. Personne n'a connecté un écran publicitaire sur Téfun et un enfant de 10 ans qui refuse de manger autre chose que des céréales avec une mascotte dessus. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Pas de complot, pas de méchant unique. Juste 4 décisions prises séparément qui, ensemble, ont redessiné le corps d'un pays. Ce qui rend cette histoire particulièrement frustrante, c'est qu'on connaît les solutions. Elles existent. D'autres pays les ont testées et elles fonctionnent. La taxation des boissons sucrées, que la France a finalement adoptée en 2012 avec la taxe soda, a eu des effets mesurables sur la consommation. Modeste, mais réelle. Le problème, c'est qu'elle reste trop faible et trop isolée. L'interdiction de la publicité pour les produits malsains ciblant les enfants fonctionne. Le Chili l'a prouvé, le Royaume-Uni l'a prouvé, la France le sait et ne le fait pas. L'étiquetage nutritionnel obligatoire, type Nutri-Score,
aide les consommateurs à faire des choix éclairés. Ça a été démontré par des dizaines d'études. La France l'a inventé, mais refuse de le rendre obligatoire. L'investissement dans les infrastructures de mobilité douce, les pistes cyclables, les trottoirs larges, les transports en commun efficaces, augmente mécaniquement l'activité physique quotidienne. Les Pays-Bas et le Danemark le démontrent chaque jour. Tout ça est connu, documenté, prouvé, mais ça impliquerait de toucher aux intérêts de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution, du lobby automobile et du secteur publicitaire. 4 des secteurs les plus puissants de l'économie française. Alors on continue avec des chartes volontaires, des campagnes de sensibilisation et des messages sanitaires que personne ne lit. Et la courbe continue de monter. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'un Français sur 4 pourrait être obèse en 2030. 1 sur 4. Ce n'est plus un problème de santé individuelle. C'est une transformation de la société française. Les Français des années 70 n'étaient pas minces parce qu'ils avaient plus de volonté. Ils étaient minces parce que leur environnement les y aidait. La nourriture était simple, les repas étaient structurés. Le marketing alimentaire n'existait pas sous cette forme. Et la vie quotidienne impliquait de bouger. Tout ça a été démantelé, pas en une fois, pas par un seul responsable, par 4 décisions, prises sur 4 décennies, qui ont redessiné de fond en comble la manière dont un pays mange, achète, se déplace et vit. La question maintenant, c'est de savoir si la France est capable de prendre 4 nouvelles décisions. Dans l'autre sens, cette fois. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. C'est le genre de sujet qu'on explore en profondeur sur cette chaîne, et la prochaine vidéo va encore plus loin.